Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un comportement qui est nocif pour la santé, nocif pour le portefeuille, souvent nocif pour notre entourage. Nous allons donc parler de la cigarette et plus généralement de tabac. Cigarette, cigare, pipe et même cigarette électronique quand celle-ci contient de la nicotine ou pas. Pourquoi est-il si difficile d'arrêter de fumer? Comment les substances contenues dans le tabac agissent sur notre cerveau? Arrêter de fumer est-il toujours synonyme de prise de poids? Et vous allez voir, certaines croyances vont être bousculées. Alors asseyez-vous, détendez-vous, éventuellement prenez une dernière cigarette, car après cette vidéo, ce sera peut-être la dernière. Alors, comment notre cerveau réagit lorsque l'on fume? La nicotine, cette substance plus ou moins fortement dosée, agit sur les récepteurs nicotiniques dans le cerveau, comme vous pouvez le voir sur le schéma. C'est quoi ce récepteur nicotinique? Ce sont de petits interrupteurs chimiques présents sur certaines cellules de notre cerveau et du système nerveux. Ils réagissent à une substance appelée acétylcholine, qui est un messager chimique naturel. Mais ils réagissent également aussi à la nicotine, la molécule contenue dans le tabac. Lorsque ce récepteur détecte de la nicotine, il active et libère des signaux dans le cerveau. Ces signaux déclenchent la fameuse dopamine. Vous connaissez bien maintenant, si vous me suivez depuis le début, cette substance qui crée de la sensation de plaisir et qui active le système de récompense. Et c'est là que de nombreux fumeurs développent la croyance qu'une bonne cigarette, ça diminue le stress. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt une sensation contradictoire, et je m'explique. Les fumeurs ressentent souvent une sorte de soulagement, presque de bien-être lorsqu'ils fument. Ce qui peut paraître incroyable lorsqu'on connaît le côté hautement nocif du tabac. Ce sentiment est principalement dû à deux éléments. 1. La suppression du manque. Entre deux cigarettes, les niveaux de nicotine chutent, provoquant un stress physiologique, nervosité, irritabilité. Fumer apaise ce manque, mais ne diminue pas le stress de manière durable. Deuxièmement, un conditionnement psychologique. Le geste de fumer est très souvent associé à une pause, à un moment de calme, ce qui peut donner l'illusion d'un effet relaxant. Il est évident qu'il y a beaucoup d'autres méthodes de relaxation et qui sont bien meilleures pour la santé. D'ailleurs, je vous en donnerai une à la fin de cette vidéo. Contrairement aux croyances, le tabac nourrit le stress à long terme. Le fumer crée un cercle vicieux où le stress dû au manque de nicotine vous pousse à en consommer de plus en plus. Comment? Il perturbe le cortisol, la fameuse hormone du stress. La nicotine influence sa libération et à long terme, ça peut déséquilibrer les mécanismes naturels de gestion du stress. Et encore pire de pire, plus vous fumez, plus votre cerveau demande sa dose. Quand on consomme de la nicotine régulièrement, le cerveau s'adapte en augmentant le nombre de récepteurs qui doit consommer davantage de tabac pour obtenir le même effet. Alors, que se passe-t-il quand on arrête de fumer? Quand on stoppe la nicotine, ces récepteurs supplémentaires deviennent inutiles, mais ils restent tout de même actifs, ce qui provoque des symptômes de manque. Avec le temps, leur nombre diminue naturellement, mais cela peut prendre plusieurs semaines, 6 à 8 en moyenne. Quand on arrête de fumer, on sécrète moins de dopamine et notre cerveau adore cette hormone. Très souvent, on devient plus irritable et plus nerveux. On comprend mieux dès lors pourquoi c'est si difficile d'arrêter. Pas de panique, vous trouvez plein d'informations sur le site Tabac Info Service, que je vous conseille fortement d'aller consulter. Je vous mets évidemment le lien dans la description de la vidéo comme d'habitude. Voilà, jusqu'à maintenant on a parlé de la dépendance chimique, de ce que ça fait sur notre cerveau, mais arrêter de fumer, ce n'est pas que ça. Sinon, tout le monde avec quelques patchs et quelques chewing-gums arrêterait facilement de fumer. Car en plus de la dépendance chimique va s'ajouter ce que j'appelle la dépendance comportementale, la dépendance sociale. Les gestes et contextes associés à la cigarette deviennent des déclencheurs. Le plus bel exemple, c'est la fameuse pause café au boulot, ou bien sûr l'apéro entre potes. Qui d'entre vous n'a pas rechuté au cours d'une soirée en disant « Allez, juste une petite cigarette, ça fera pas de mal, et demain j'arrête ». Sauf que le lendemain, je cours chez mon buraliste préféré, acheter un paquet, voire carrément une cartouche. Encore une fois, vous allez me dire que c'est une obsession chez moi, mais on va remonter à nos ancêtres pour expliquer tout ça. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que les hommes préhistoriques fumaient de l'herbe séchée dans des feuilles
réunis autour d'un feu de camp en buvant du lait d'IEC fermenté. Mais comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos précédentes, ça permettait d'être accepté dans le groupe. Ça permettait d'accéder aux ressources et d'augmenter ses chances de survie. Le côté social de la cigarette n'est plus à démontrer, elle a souvent été sensualisée dans des films, des publicités, à la télévision, ce qui a fortement renforcé son attrait. L'incontournable scène dans les films de la cigarette après l'amour. Qui n'a pas commencé à crapoter, à tirer ses premières lattes pour faire comme les copains, pour faire cool, pour faire comme les leaders de l'école, en me disant « Putain, il a l'air vraiment trop cool, j'aimerais bien être comme lui, tu vois ». La cigarette permet d'intégrer le groupe des personnes qui semblent les plus fortes. D'ailleurs, très souvent, quand les fumeurs viennent voir un hypnothérapeute, on se rend compte que le sujet cigarette est très rapidement oublié. 3 fois sur 4, on va chercher le déclencheur initial ou les raisons qui empêchent réellement d'arrêter, voire certaines peurs. Il y a de nombreux leviers sur lesquels l'hypnose fonctionne extrêmement bien. Si vous décidez d'arrêter de fumer, allez voir en priorité votre médecin traitant qui vous prescrira des substituts nicotiniques et qui vous aideront au sévrage chimique. Puis allez voir un spécialiste qui vous aidera pour un sévrage psychologique. Un hypnotiseur bien sûr, mais aussi un ou une sophrologue, magnétiseur, une psychologue. Comme je dis souvent, quelqu'un qui vous respecte, en qui vous avez confiance et qui évidemment est attentif à votre consentement. Bref, une méthode qui vous correspond et qui vous parle. Maintenant, la question sensible, est-ce que je vais prendre du poids quand je vais arrêter de fumer? Eh bien oui, et ceux qui vous disent le contraire vous mentent. 75% des personnes qui arrêtent de fumer prennent entre 2 et 4 kilos. Et encore une fois, ça s'explique. Le cerveau adore la dopamine, donc il va essayer de reproduire ce schéma par d'autres moyens, par de nouveaux produits. Le plus simple et le plus légal, c'est la nourriture, notamment le sucre, qui lui-même peut être plus addictif que certaines drogues. La nourriture, surtout en France, est synonyme de plaisir et donc va être génératrice de dopamine. Rassurez-vous, tout n'est pas foutu pour autant. Si je prends l'exemple de mon beau-frère, il a remplacé la cigarette par le vélo, et là, c'est un double bénéfice pour la santé. Bon, pas pour le portefeuille, parce que la bicyclette, ça peut aussi coûter un bras ou la partie du corps que vous voulez. Donc, quand vous arrêtez de fumer, prenez conscience qu'il est intéressant de trouver une activité qui va vous procurer du plaisir, qui va sécréter de la dopamine. Ça peut être une activité sportive ou pas. Ça peut être bien sûr du dessin, du jardinage, de la mécanique, du travail du bois. Et pourquoi pas vous remettre dans les études. Le cerveau adore la nouveauté, il adore apprendre, très souvent ça lui procure du plaisir. C'est une occasion d'adopter un comportement plus sain, de transformer une épreuve en une opportunité. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo et c'est l'heure du petit tips. Alors l'astuce du jour que vous pouvez faire, que vous fumiez ou pas, c'est la cohérence cardiaque. C'est très simple à mettre en place, il existe plusieurs façons de la pratiquer. Moi je vous en donne 2. La première est la plus simple, vous inspirez doucement pendant 5 secondes et vous expirez tout aussi calmement pendant 5 secondes. Ce qui vous fait 6 respirations par minute, bravo. Évidemment, si c'est trop long pour vous, vous pouvez descendre à 4 secondes, voire à 3. Vous allez voir que vous allez rapidement progresser. La deuxième méthode que j'utilise est plus complexe, mais je la trouve qu'elle apporte plus de calme et de sérénité. J'inspire pendant 7 secondes, je retiens ma respiration pendant 4, j'expire pendant 5 secondes, et je retiens de nouveau ma respiration pendant 4 secondes, avant de recommencer un nouveau cycle. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, il y en a plein que vous trouverez sur internet. La séance doit durer 5 minutes, et il est recommandé de le faire 3 fois par jour, au rythme que vous voulez. Cette méthode permet d'apaiser les pensées et le corps. Je vous conseille de mettre un compte à rebours de 5 minutes pour ne pas vous demander en permanence où vous en êtes et de couper les notifications de votre smartphone pour ne pas être dérangé. Prenez-les pour un temps pour vous, comme si vous preniez votre pause cigarette. En plus, ça a l'avantage que vous n'êtes pas obligé de sortir dehors sous le froid et la pluie. Évidemment, comme d'habitude, je peux vous aider dans ce cheminement. Contactez-moi simplement grâce aux liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir regardé et écouté. Et à la semaine prochaine sur Projet Neurohypno.